Pour cet exposé, j'avais beaucoup hésité sur le titre et le sujet. Quand le colloque devait avoir lieu en juin dernier, le titre que j'avais mis sur le programme portait sur Abel Lefranc et Lucien Febvre, puisque c'est un sujet manifestement qui est dans notre champ, qui est important, puisque voilà deux collègues au Collège de France qui successivement ont pris des positions diamétralement opposées sur la nature de la religion à la Renaissance. Abel Lefranc, dont il a été question à plusieurs reprises, anticlérical, positiviste, rationaliste, éditeur de Rabelais et partisan de l'irréligion de Rabelais. Et puis Lucien Febvre, dans La religion de Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, prenant en 1942 une position tout à fait opposée. Aujourd'hui, je crois que ni l'une ni l'autre, d'ailleurs, ne serait celle que nous serions prêts à défendre. Mais il me semblait que cette confrontation était importante dans notre colloque. Puis j'ai laissé cela de côté et j'ai proposé le titre il y a quelques semaines du cas Massignon, parce que j'ai eu à travailler sur ce cas dans les mois récents. Je me suis aperçu qu'il était intéressant et à l'occasion du déjeuner, j'ai pu constater que je n'avais pas été le seul à avoir travaillé sur le cas de Massignon dans les derniers mois. Et ce qui m'intéressait là, et ça venait aussi à la place dans la chronologie de ces journées, dans le déroulé de ces journées, ce qui m'intéressait là, c'était la place du spiritualisme et du mysticisme dans le Collège de France du XXe siècle, puisque je m'étais aperçu, à l'occasion de ces travaux sur Massignon, du rôle qu'il avait joué, par exemple, dans l'élection du philosophe Louis Lavelle en 1942, représentant du spiritualisme. Et je me disais qu'il y avait là aussi un sujet à traiter dans la présence de ce courant catholique, mystique, au Collège de France dans la première moitié du XXe siècle. Et je me disais d'autant plus que, malheureusement, François Desroches n'est pas présent parmi nous. Il devait intervenir sur les chers touchant à l'islam. C'est ce qui explique que nous ayons ce petit manque dans ces 2 jours. C'est un sujet que nous souhaitions voir traité dans ces 2 journées et qui ne le sera pas. Et puis, dans les quelques derniers jours, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de moments que nous devions traiter, je le disais hier en introduction, du point de vue de la présence des courants catholiques au Collège de France, et qu'il était finalement plus facile de trouver des orateurs prêts à parler du judaïsme ou du protestantisme que de la présence d'un fil catholique et dans l'histoire de ce Collège de France. Et je me suis dit qu'il y avait quelques moments tout à fait cruciaux, de grande tension, qui méritaient d'être examinés. On a beaucoup parlé du moment de la séparation. On y est revenu dans un grand nombre de ces communications, mais qu'il y en avait d'autres avant la séparation qu'il était sans doute essentiel de regarder, et je pensais en particulier à 2 moments, celui de la Révolution française, et je vais donc faire un retour en arrière pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là, entre 1789 et 1794, entre le 14 juillet et la Terreur, et le 9 Thermidor, en gros. Et l'autre moment qui me paraissait important de regarder, c'était celui de la Restauration. De la Restauration et donc du renouveau catholique et de l'emprise de la congrégation, cette congrégation qu'on connaît bien, notamment par le Rouge et le Noir. Que se passait-il dans ces années-là au Collège de France? Donc je voudrais faire 2 sondages, mais j'aurai une coda sur Massignon tout de même, pour ne pas vous décevoir tout à fait, même si je ne cesse de répéter que la mission des professeurs, c'est de décevoir. Donc, d'abord,
quelques points de vue sur la Révolution française au Collège de France. Et je partirai du cas d'Antoine de Cournant, qui se trouve avoir été mon prédécesseur, puisque c'était le second titulaire de la chaire de littérature française dans cette maison, chaire qu'il a occupée de 1784 à 1814. Autrement dit, 30 ans qui traversent cette tranche particulièrement violente de l'histoire. Voici son certificat de naissance. Je vous le montre parce que sa date de naissance est fausse partout, y compris dans les archives du Collège de France, donc il faut la corriger. Toutes les archives disent qu'il est né en 1747. En fait, voilà son certificat de baptême. Il est né en 1742. C'est son certificat de baptême à la cathédrale de Marseille, le 17 octobre 1742. Il a donc 5 ans de plus que ce que tous les dictionnaires disent, ce qui, vous allez le voir dans un moment, n'est pas tout à fait indifférent à la suite. Il est donc né à Marseille d'un père, si vous pouvez lire la première ligne, fabricant d'indiennes, fabricant de tissus, et baptisé à la cathédrale de Marseille. Et voici son certificat de décès. Il fait partie de ces gens dont l'état civil est reconstitué, puisque c'est tout l'état civil qui a été détruit par la Commune. Il est mort donc le 24 mai 1814 et il a été enterré au Père-Lachaise le 26 mai. Ce n'est pas une concession perpétuelle, donc elle a certainement disparu. C'était donc Antoine de Cournant un abbé. Et je reviendrai à cette question des abbés et de la présence des ecclésiastiques évoquée hier par Patrick Henriet pour apporter quelques compléments à ce sujet. C'était un abbé, c'était un oratorien, et il faut penser que l'oratoire est un ordre qui a beaucoup participé à la Révolution française. C'était un professeur de rhétorique en province, dans les collèges des oratoriens, à Marseille, c'est donc sa ville natale, à Lyon et à Nantes. Et il est l'auteur, c'est ça qui l'a rendu célèbre, en 1781, d'un long poème en 4 chants intitulé « Les styles », qui est donc une sorte de traité de poétique en vers. Les professeurs du Collège de France faisaient des vers au moment de la Révolution française, puisque le plus célèbre, c'était Delille, qui avait la chaire de poésie latine, le plus grand poète du XVIIIe siècle, avec Voltaire. Donc c'est ça qui l'a fait venir à Paris, où il est, en 1783, donc avant d'être élu au Collège de France, secrétaire du musée. Et là aussi, c'est un renseignement très intéressant. Qu'est-ce que c'est ? C'est le musée technique qui a été fondé par Pilâtre de Rosiers. Vous vous rappelez peut-être ses vols en aérostat avec Montgolfier et sa mort au-dessus de la Manche. C'est donc une curiosité pour la technique chez cet abbé oratorien, professeur de rhétorique, et aussi, je l'évoquais hier en introduction, avec les milieux de la franc-maçonnerie, puisque Pilâtre de Rosiers et ses techniciens sont liés aux loges maçonnes, et c'est aussi pourquoi j'ai eu l'idée qu'un jour ou l'autre, il faudra que nous fassions un colloque sur le Collège de France et la franc-maçonnerie. Il est donc professeur au Collège de France en 1784, en même temps que abbé à Saint-Étienne-du-Mont et lecteur de Louis XVI. Il est donc le dernier abbé avant la chaire de phonétique de 1922-23. Le dernier abbé élu comme ecclésiastique. À la Révolution, en 1789, il est immédiatement engagé, membre de la Société des Amis de la Constitution, qui deviendra le Club des Jacobins. Proche de Robespierre, on le verra tout à l'heure. Il est également membre de la Société des Amis des Noirs, ce qui est très bien pour le Collège de France aujourd'hui, c'est un bon point dans le climat actuel. Il écrit donc, dès les premiers moments de
de la Révolution, un poème intitulé « La liberté ou la France régénérée », qui est lu à la séance de rentrée de novembre 1789. Il y avait non pas des colloques de rentrée comme aujourd'hui, mais des séances de rentrée. Et à la séance de rentrée de 1790, il a lu un essai en prose sur l'éducation nationale. Donc ça nous donne l'idée de qui il était. Il publie en 1789 des réflexions, des réponses aux observations d'un habitant des colonies sur le mémoire en faveur des gens de couleur. Autrement dit, c'est une discussion avec l'abbé Grégoire. Enfin, il publie un ouvrage en 1791, « De la propriété ou la cause du pauvre, plaidé au tribunal de la raison, de la justice et de la vérité ». C'est donc un révolutionnaire parfait des premières années de la Révolution. Une cause lui est particulièrement chère, c'est celle du mariage des prêtres. Il prend position en faveur du mariage des prêtres dès 1789, dès les mois de juillet 1789, et en particulier dans la section locale, c'est-à-dire la section de Saint-Étienne-du-Mont. Et il publie en 1790 un pamphlet intitulé « Le mariage des prêtres », ou récit de ce qui s'est passé à 3 séances des assemblées générales du district de Saint-Étienne-du-Mont, où l'on a agité la question du mariage des prêtres avec la motion principale et les opinions des honorables membres qui ont appuyé la motion. Donc c'est ça, son principal objectif dans la Révolution, c'est le mariage des prêtres. Et alors on a donc le compte-rendu des discussions qui ont eu lieu dans la section, si bien qu'il se maria lui-même en 1791. Et il est très célèbre dans les premières années de la Révolution pour ce mariage, puisqu'il est le premier prêtre en France à s'être publiquement marié. Voici par exemple ce que dit un journal, La Feuille du Jour, du 4 septembre 1791, mariage de M. l'abbé de Cournan. M. l'abbé de Cournan, bon, le « de » est inutile, s'est présenté le samedi 24 septembre 1791 au secrétariat de la municipalité pour y notifier qu'il était dans l'intention de prendre pour sa légitime et future épouse la demoiselle de Fresnes. M. l'abbé de Cournan avait anticipé sur les droits du sacrement. Il était accompagné d'un petit rejeton, fruit de ses premières liaisons. Que doit-on penser d'un prêtre qui, sans attendre que la loi l'ait délié, comme la Révolution le fera, donne à son pays, à toute la chrétienté, l'exemple solennel d'un mariage illicite et d'une anticipation scandaleuse? Nous le demandons aux amis de l'ordre, de la morale et de ses lois. Alors, il est question de ce mariage dans toute la presse. En septembre 1791, il s'est présenté donc avec sa femme et, selon les différents organes de presse, avec 1, 2 ou 3 enfants, et sa belle-mère. Cette affaire a fait beaucoup de bruit, si bien qu'on le trouve dans des caricatures. Voici une caricature du Club des Jacobins de 1794, à la fin, donc après la chute de Robespierre, et lorsque l'on a été débarrassé de ce Club des Jacobins, et l'abbé de Cournan et sa femme y sont représentés. Ils sont presque en tête du cortège. Alors, voici une autre caricature, plus populaire, qui représente le même cortège, et l'abbé de Cournan et sa femme sont ici. C'est les numéros 14 et 15. Voici un agrandissement des deux estampes qui nous montrent un professeur de Collège de France en abbé et sa femme. Je pense que c'est assez rare pour que nous retenions ce cas. C'est la seule image de l'abbé de Cournan, de ce prédécesseur, que j'ai pu trouver. C'est à la Bibliothèque nationale. Cette affaire a fait beaucoup de bruit
parce que il avait donc déjà discuté depuis 89 ici, enfin, dans la section, cette question du mariage, et l'un de ses contradicteurs était un autre professeur du Collège de France, dont il a été question ce matin, professeur de grec, Vauvilliers, qui lui apportait la contradiction, qui était hostile. Lui, donc, les professeurs du Collège de France allaient débattre dans les rues voisines du mariage ou non des prêtres. Vauvilliers, entre parenthèses, était lui aussi révolutionnaire. Dès 89, faisait partie de la municipalité. Il était chargé des subsistances. Mais il quittera la municipalité, la commune, en 1791, à propos du serment, à propos de la constitution civile du clergé. Donc voilà un professeur du Collège de France qui embrasse les idées de la Révolution en 89, qui s'en sépare en 91, au début de 91, à propos du serment des prêtres. Tandis que Cournant, lui, continuera jusqu'à l'hypothèse que je fais, à peu près l'exécution de Louis XVI. C'est à ce moment-là qu'il se montrera plus discret. Alors, c'est un provocateur, puisqu'il se marie par un contrat civil et qu'il va déposer ce contrat civil à la municipalité. Et la municipalité ne sait pas quoi en faire. Au moment de la Révolution, ces assemblées siègent en permanence. Elles répondent qu'il n'y a pas lieu de délibérer, que c'est à l'Assemblée nationale de prendre une décision sur le mariage des prêtres. Il y a une motion de Robespierre en faveur du mariage des prêtres à l'Assemblée nationale du 31 mai 1790, assez manifestement inspirée par l'abbé de Cournant. Et lorsque Robespierre veut évoquer cette question devant l'Assemblée, on le fait taire. En 90, il n'est pas question d'en parler, on le rappelle à l'ordre du jour. Il y a un discours de Mirabeau, au début 1791, qui est préparé sur la question, et c'est toujours l'abbé de Cournant qui est là derrière. Ce discours n'a pas été prononcé. Enfin, voici la lettre de l'abbé de Cournant au moment de son mariage, donc en septembre 1791. Il écrit, et c'est dans toute la presse, « Puisqu'il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français, puisque la loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire au droit naturel ou à la Constitution, je crois pouvoir et devoir déclarer mon mariage, et je supplie la municipalité de Paris de recevoir cette déclaration en attendant que le pouvoir législatif ait établi les officiers publics qui pourraient le faire. » Et l'abbé de Cournant se rend donc à l'Assemblée de la Commune de Paris avec, alors c'est là, je crois que c'est le compte-rendu le plus exact, avec sa femme, ses 2 enfants, sa belle-mère, en présence de 5 témoins, dont 2 ecclésiastiques. Et à ce moment-là, il a donc non pas 44 ans, comme le voudraient toutes les biographies, mais il a 49 ans au moment de ce mariage. Il n'y aura pas de texte de loi, il n'y parviendra pas, et c'est seulement à la veille du 10 août 1792 qu'il fut expressément voté que tous évêques, prêtres, curés et religieux quelconques continueraient à toucher leur traitement et pension en cas de mariage. C'est le seul texte jusqu'à 92, donc jusqu'à la chute de la monarchie. Et dans les années 91-92, ce mariage n'est pas très bien vu. Voici ce que dit par exemple la feuille du jour. « Accoutumons le soldat à croire que son chef a mieux calculé dans son camp sa situation et celle de l'ennemi, l'instant opportun, la disposition propice ou désavantageuse, que Robespierre aux Jacobins ou Cournant dans un café-borgne. » Vous voyez quelle est sa célébrité à ce moment-là, que Robespierre qui n'a de tactique que celle de la terrasse des Feuillants, que Cournant, cuistre présomptueux,
d'autant plus loquace qu'il est sans idée, comme un vase vide et retentissant et sonore. Je disais qu'il appartient à l'oratoire. C'est donc un ordre qui a fourni un nombre assez important de révolutionnaires. Fouché, Billaud-Varenne, Daunou, qui sera professeur au Collège de France plus tard en histoire, qui a été élu professeur d'histoire au Collège, mais qui n'était plus prêtre, qui a été élu professeur au Collège en 1818, donc sous la Restauration, et le roi mettra plus d'1 an à signer l'ordonnance, dans le cas de Daunou. Il y avait donc assez clairement de fortes résistances. Je disais qu'il faisait partie de la section du Panthéon français. C'est la section de Paris, section révolutionnaire. C'est l'ancienne section de Sainte-Geneviève, et devenue Panthéon français. Et cette section tient son assemblée primaire en 92, en août 1792, et Antoine Cournant est le numéro 2 sur la liste des membres de cette section. C'est donc un jacobin très actif dans ces années-là. Il y a un incident lors du sermon des professeurs. Tous les professeurs, y compris ceux du Collège de France, mais tous les professeurs de France ont dû prêter serment en avril 1791. Il y avait 2 serments différents. Il y avait le serment des prêtres et le serment des professeurs. Et lors du serment des professeurs, Cournant et Delisle, son collègue du Collège de France, se sont présentés. L'appel nominal donna lieu à un incident. À la lecture de l'appel, il a été observé et décidé que messieurs les abbés Delisle et de Cournant, étant dans les ordres, ils devaient prêter le serment dans l'église métropolitaine. Ça a une certaine importance pour tous les ecclésiastiques qui étaient au Collège de France en ce moment-là. On leur a donc demandé non pas le serment civique exigé des membres de l'enseignement, mais le serment des ecclésiastiques. Ce n'est pas en tant que professeur ou lecteur qu'ils ont dû intervenir. En tout cas, cet Antoine Cournant fait partie du département de Paris. Il est l'un des électeurs de sa section pour la formation de la Convention en 1792. Il obtient d'ailleurs quelques voix pour le mandat de député à la Convention. Il est sur la liste des candidats au département. Et il devient, en septembre 1792, membre du directoire du département de Paris. Le directoire du département de Paris, c'est l'exécutif municipal de la commune de Paris. C'est un directoire de 8 membres qui est nommé par les membres du conseil du département après la Révolution, lorsque la commune se substitue au département en 1792. Il est membre du directoire et pendant ce temps où il est membre du directoire, il a un rôle certain, notamment dans les négociations entre le Collège de France et la commune, puisque le Collège de France dépend de la commune de Paris. Voici une page du journal Registre de Lalande. Lalande est, en 1791, nommé inspecteur du Collège de France. Inspecteur, c'est l'administrateur du Collège de France, l'inspecteur. Et je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais il reprend le registre qui a été abandonné depuis 1789. Et il écrit « La Révolution a interrompu la tenue du registre ». Monsieur de Vauvilliers, vous le retrouvez, Monsieur de Vauvilliers, il était le syndic du collège. Il y avait l'inspecteur qui était l'administrateur, le syndic, c'est celui qui payait. Le syndic, Monsieur Vauvilliers, ayant été occupé à la municipalité, comme je le disais, est chargé du travail important des subsistances. Cependant, le 16 novembre 1789, il y a eu une rentrée brillante, ou lecture intéressante, de même le 13 novembre 1790. Le 5 avril 1791, les professeurs ont été requis d'aller prêter serment à l'hôtel de ville. Je viens d'évoquer l'incident qui a eu lieu pour les prêtres. Le 5 mai, M. Cousin, qui est un professeur, est venu notifier au Collège royal l'arrêté du directoire du département, donc dont ne fait pas encore partie Cournant,
de Paris du 30 avril qui supprime le poste d'inspecteur, qui supprime je peux plus lire, l'inspecteur vacante par la non-prestation de serment de M. Garnier. Donc l'inspecteur Garnier, l'abbé Garnier, a refusé de prêter serment, et comme professeur et comme prêtre, donc il n'y a plus d'inspecteur, et qui autorise messieurs les professeurs à choisir entre eux celui qui sera chargé des fonctions ci-devant attribuées à l'inspecteur, mais sans y joindre les émoluments. Suspend la nomination d'un successeur, un monsieur Lourdet, professeur d'hébreu, un prêtre réfractaire, encore un. Supprime la chaire de droit canon, vacant par la non-prestation de serment de monsieur Lager-Bardelin. Donc, on voit tous ceux qui n'ont pas prêté serment. Remplace M. Dutemps, qui n'a pas prêté serment, par M. Lévesque, professeur d'histoire. L'on a été aux voix pour la nomination de l'inspecteur, la pluralité a été pour Lalande, c'est lui qui écrit tout cela, professeur d'astronomie. On a dressé le procès-verbal, dont copie a été remise au Collège royal. On a résolu de faire les affiches en français. Grande décision prise ce jour-là, que les affiches du Collège de France sont en français. M. Vauvilliers, ayant envoyé sa démission, vous voyez, il démissionne dès le début de 91, après avoir été 2 ans révolutionnaire. Le département avait nommé dès le 13 avril M. J.B. Gaille, que Vinciane a cité ce matin. On voit la succession là. Donc c'est une nomination du département, de la commune, sans consultation du collège. Vous voyez que tout ça est très intéressant, ce résumé. Dernière ligne, nous avons été payés le 12 mai de l'année 1790, mais l'année 1789 est renvoyée à l'arriéré. Bon, c'est un document intéressant qui nous montre où on en est à ce moment-là, dans ces années de terreur. Et l'abbé de Cournant sera amené peu à peu à prendre ses distances avec le régime. Voici un autre extrait de ce registre, c'est le 4 novembre 1792. Il s'agit de la nomination de la chaire d'hébreu. J'ai lu la nomination du ministre pour M. de Villebrune, qui est le garde de la bibliothèque de l'Arsenal, qui est nommé dans la chaire d'hébreu, puisque le prêtre qui l'occupait a été démis. On a soutenu que c'était au directoire et de nommer les professeurs. On a ajourné de M. de Villebrune. On lui a proposé de s'adresser au directoire. Il a promis de le faire. La compagnie autorise M. Cournant à déclarer que c'est le vœu des professeurs et il s'y est engagé. Vous voyez qu'il est bien l'interlocuteur du Collège de France et des autorités révolutionnaires, etc. Il s'agit là de cette nomination dans la chaire d'hébreu. L'abbé de Cournant intervient. Enfin, ce sont les dernières interventions que je trouve véritablement importantes. C'est en janvier 1793. Il intervient à la Convention comme membre du directoire du département de Paris pour s'opposer à la fermeture des salles de spectacle. Enfin, le 25 janvier 1793, il publie dans le Mercure universel une nécrologie de Lepelletier de Saint-Fargeau, ce qui montre quel est véritablement son lien avec la Révolution. Lepelletier de Saint-Fargeau, vous vous en souvenez, a été assassiné au Palais Royal le 20 janvier 1793, après avoir voté la mort du roi. On est donc à la veille de l'exécution de Louis XVI. Et nous découvrons là que l'abbé de Cournant est donc un client de Lepelletier de Saint-Fargeau. Vous n'avez pas oublié qu'il était chanoine de Saint-Fargeau. Le seul bénéfice qu'il ait eu, c'était Saint-Fargeau. Lepelletier de Saint-Fargeau, qui est lui aussi un grand notable de la franc-maçonnerie. Et nous retrouvons cette liaison qui est présente ici. Par la suite, il me semble que cet abbé de Cournant est beaucoup plus discret durant la Terreur. Lors de la définition du culte de la raison en novembre 1793,
La presse observe qu'il dépose son brevet sacerdotal le 21 Brumaire en 2, donc le 11 novembre 1793. Donc il n'est plus abbé à partir du 11 novembre 1793. Et dans le registre de Lalande, il est écrit à la date du 3 février 1793 que Cournant annonce qu'il va reprendre ses leçons interrompues par son emploi au directoire. Donc on peut supposer qu'à partir de février 1793, ce révolutionnaire n'est plus aussi engagé. L'attitude du Collège de France dans toutes ces années est assez ambiguë. En juillet 1793, l'Assemblée du Collège remet du pain béni au bedeau de Sainte-Geneviève. Encore, alors qu'on est déjà entré dans la période la plus violente de la Révolution. Toutefois, à la rentrée de 1793, la plupart des professeurs, écrit Lalande, ont jugé qu'il était plus convenable de ne pas faire une séance de rentrée. Donc on se montre discret en novembre 1793. Et voici l'affiche de la rentrée du 11 novembre 1793, vieux style. Vous voyez, et j'ai mis l'affiche et l'agrandissement des chaires qui nous intéressent plus directement. Poésie latine, éloquence latine, Charles-François Dupuy, ou en son absence, Jacques Delisle, ou en son absence, ils se montrent tous très discrets. Ces absences, il n'y en avait pas dans les années précédentes. C'est parce qu'on se réfugie ailleurs. Pierre-Louis Paris. Retenez ce nom, Pierre-Louis Paris, j'y reviendrai. Antoine Cournant traitera de l'éloquence française dans ses rapports avec la tribune et les assemblées des peuples libres. Vous voyez qu'il traite vraiment des sujets qui sont dans l'actualité immédiate de ce qui se passe à Paris et en France. Ce qui m'importe, c'est aussi ce remplacement de Lille par Paris. Dans le journal de Lalande, encore une notion très importante qui nous montre le rôle de ce Cournant comme liaison entre le collège et les autorités municipales et nationales. En décembre 1793, il ira au comité d'instruction pour indiquer celui que Villebrun avait désigné. On en est toujours dans cette chaire d'hébreu de Villebrun, nommée par le département, mais qui renonce à sa chaire à cause du cumul. Il est en même temps bibliothécaire à l'Arsenal et le département refuse ces cumuls. Et c'est un détail intéressant puisque celui dont il est question pour cette chaire d'hébreu, c'est alors Zalkind Hurwitz, un juif polonais qui est interprète à la Bibliothèque nationale et que la Bibliothèque nationale a renvoyé. C'est l'auteur d'une apologie des Juifs qui est aussi connu à ce moment-là que d'autres. Il a eu que celle de l'abbé Grégoire et qui a été faite exactement au même moment. À cette date, on est donc 93-94, Sainte-Geneviève est devenue le Panthéon, le temple de la raison, et Lalande, inspecteur du Collège de France, professeur d'astronomie, franc-maçon, écrit dans son journal, ou dans le registre du Collège, c'est la même chose, « J'ai lu un extrait de mon discours au temple de la raison relativement au Collège de France ». Je n'ai pas encore trouvé ce texte, mais c'est intéressant de savoir ce que Lalande a dit donc, au Panthéon en mars 1794. Et puis voilà le 9 Thermidor, et voici ce qu'écrit Lalande dans le 9 Thermidor au Collège de France. La révolution du 9 Thermidor et le supplice des tyrans ont empêché l'assemblée du 10 Thermidor. Le collège n'a pas pu se rassembler à la fin de juillet. C'était la dernière séance de l'Assemblée de l'année, en juillet 1794, empêchée par la chute de Robespierre.
Eh bien, après ça, je disais, l'abbé Cournant est beaucoup plus discret. Les seules références qu'on trouve, c'est en septembre 1794, toujours dans le Mercure universel, et cette fois-ci, on s'en prend à lui. Il n'est plus du bon côté. Les thermidoriens sont tombés. Et un peu plus tard, c'est intéressant, en 1800, Lalande prendra sa défense dans la presse, dans le journal des débats, parce qu'on l'accuse d'avoir arrêté Delille, son collègue. Et Lalande fait valoir qu'au contraire, il l'a défendu. Il m'a défendu contre... Voici ce qu'écrit Lalande. Il n'a pas arrêté Delille. Le fait est absolument faux. Delille, ainsi que moi, ne fut en arrestation que quelques heures, et Cournant, qui avait un grand crédit à la section, ne l'employa que pour nous rendre service. On se rend service entre collègues. Quelques mots donc sur ce mariage, puisqu'après tout, sa célébrité est liée à ce mariage de 1791. Je vous ai dit qu'il avait donc 49 ans. Eh bien, sa jeune femme, mademoiselle Marie-Flore Émilie Dufresne, en avait 18. En avait 18. C'était donc non pas véritablement une vieille liaison qui était régularisée, et lorsqu'il s'agissait d'enfants avec lesquels il s'est présenté à la municipalité en 1791, eh bien, ces enfants étaient nés, la première, Antoinette Sophie, le 8 février 1791, donc elle n'était pas très âgée, et le second, Timoléon Julien Raymond Cournant, le 29 janvier 1793. Selon les sources, il aurait eu 7 enfants. Moi, je n'en ai trouvé pour le moment que 5. Mais le mariage a perduré, puisque, selon ce que j'ai cru comprendre, ils se sont mariés 3 fois. La première fois en septembre 1791, mais c'était un contrat civil dont la municipalité ne savait que faire, ou ne voulait que faire. Ils se sont mariés une deuxième fois en 1793, et voici le contrat. Vous voyez, Dufresne, c'est la liste des Dufresne qui fait toute la page, et Dufresne s'est marié avec Flore Émilie, avec Cournant Antoine, le 8 janvier 1793. Donc ça, c'est le vrai mariage civil. Et puis c'est intéressant, il s'est marié une troisième fois. Ça, c'est le contrat de mariage religieux en 1800, le 30 décembre 1806 à Saint-Benoît-le-Bétourné. Saint-Benoît-le-Bétourné, c'était l'église qui est à la place de la bibliothèque de la Sorbonne, au bout de la rue qui mène au Collège de France. Le Bétourné parce qu'elle était à l'envers, cette église. Et ensuite, c'est devenu une salle de spectacle au XIXe siècle. Et si vous pouvez lire, il a eu une dispense obtenue de son éminence, monsieur le cardinal, pour pouvoir se curer défroqué, pour pouvoir se marier. Donc il s'est marié 3 fois. Dernier mot sur cette terreur au Collège de France. Vous vous souvenez de ce Pierre-Louis Paris, qui était le suppléant de Jacques Delisle en 1793-1794, en pleine terreur. Eh bien, ce Pierre-Louis Paris il était également un oratorien. Il était, en 1789, professeur au collège de Riom, en Auvergne, et au printemps de 1794, il est le représentant de la section du Panthéon français à la Commune de Paris, au printemps 1994. Et il fait donc, comme dit un journal, il enseigne au collège ci-devant royal le matin, et le soir, il pérore à notre section dans l'église du collège de Navarre. Eh bien, cet oratorien, qui a été professeur à Marseille, qui est connu pour, je cherche son œuvre, je ne la trouve plus, si, voilà, une ode
sur le globe aérostatique. Vous retrouvez cette poésie aérostatique qui lie au fond la poétique et la technique dans les loges maçonnes. Il est professeur de belles-lettres, il demeure rue des Carmes et il fait, par exemple, un éloge de Cook ou un éloge de M. de la Dixmérie à la séance publique de la Société nationale des Neuf Sœurs en 1792. La Société nationale des Neuf Sœurs, c'est la loge maçonnique du Grand Orient de France qui a été fondée par l'astronome Lalande. Donc on retrouve ici Lalande et son influence sur ce milieu. Eh bien, ce pauvre Paris, il a été guillotiné le 11 Thermidor. Donc les livres qui nous disent que personne n'a été guillotiné au Collège de France, c'est ce qu'écrit, je crois, Abel Lefranc, ne sont pas tout à fait exacts, puisque voici Paris, âgé de 35 ans, ex-professeur de belles-lettres, guillotiné le 11 Thermidor comme membre de la Commune. Le 11 Thermidor, il y a eu 70 exécutions, tous les membres de la Commune. C'est le jour où le nombre des exécutions a été le plus élevé pendant la Révolution. Bon, ajoutons donc que le Collège de France a perdu un professeur suppléant dans la Révolution française. L'année suivante, eh bien, Delille se fera suppléer par Pierre Crouzet. Il en trouvera un autre. C'est un autre pédagogue. C'est un pédagogue qui aura une carrière importante sous le Premier Empire. Et c'est intéressant parce qu'il est le fondateur d'un club dans la section du Panthéon français, club opposé au club des Jacobins. Par parenthèse, c'est lui qui fondera le Prytanée militaire, où j'ai été élève quelques siècles plus tard. Mais vous pouvez remarquer que c'est un programme qui est désormais en français. Lalande fait le programme du Collège de France pour la première année. Il est en français déjà depuis quelques années, mais il a inversé l'ordre. Vous avez remarqué que maintenant, les sciences viennent avant les lettres. À la rentrée de 1994, on commence par l'astronomie et on finit par la littérature française. C'est donc la première fois qu'on voit ça. Et Lalande explique dans le registre « J'ai changé l'ordre du programme en mettant les sciences avant les langues, et l'astronomie, qui est la plus élevée par son objet, par son ancienneté, m'a paru devoir être la première. » Et vous voyez qu'il y a là aussi il y a une conception qui est très liée à la maçonnerie, en mettant l'astronomie en tête. Alors, ce qu'a dit Patrick Henriet hier m'a fait penser qu'il fallait voir combien il y avait d'ecclésiastiques au collège en 89 et combien il en restait en 94. Puis ensuite, il n'y en aura plus avant longtemps. Alors voici les deux affiches de 89. Ça, c'est la rentrée de l'automne 89 et ça, c'est la rentrée donc de l'automne 94. Nous pouvons les comparer. Ne vous tuez pas les yeux, je vais vous montrer des agrandissements. Mais ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a 20 professeurs en 89. Je crois qu'il y en a plus que 16 à droite en 94. Mais je vais passer à un agrandissement où vous voyez tous ceux qui ont eu des ennuis. Eh bien, Garnier, qui était l'inspecteur, en haut de l'affiche, Garnier n'a donc refusé de prêter serment et il a été considéré comme démissionnaire du collège en 91. Lourdet, c'est le professeur d'hébreu et de syriaque. Lourdet est donc démissionnaire dès 91 par refus de prêter serment. Vauvilliers, j'en ai parlé, je l'ai mis en vert, ce n'est pas un ecclésiastique, mais c'est un révolutionnaire pendant 2 ans, 89-91, et puis c'est lui qui démissionne du collège en 91, et il ira par la suite à Saint-Pétersbourg, où il mourra. Jacques Delille, poésie latine, en 89, Delille
est un abbé de Lille, mais il n'a pas fait ses vœux, il n'a pas prononcé ses vœux. Il est abbé parce qu'il a un bénéfice d'une abbaye. Cournant est donc prêtre de Saint-Étienne-du-Mont. Et puis, ensuite, vous avez toutes les chaires de scientifiques, disons mathématiques, astronomie, physique, qui ne sont pas tenues par des ecclésiastiques et qui traverseront la Révolution sans difficulté. Enfin, certains seront arrêtés, mais libérés. Et puis, vous avez Lager Bardelin, qui est le professeur de droit canon. On en a parlé hier, je ne sais plus qui en a parlé. C'est le dernier professeur de droit canon. C'est un avocat au Parlement de Paris. C'est l'avocat général du clergé de France. Donc il est très évidemment, très fortement marqué. Et c'est l'ancien bâtonnier des avocats. Il mourra bien plus tard, en 1810 seulement. Et puis vous avez Hugues Dutemps, professeur d'histoire et de philosophie morale, c'est cette chaire d'histoire et morale, et Dutemps, c'est un chanoine réfractaire, et il est remplacé par l'évêque professeur d'histoire dès 1791. Donc ce que vous voyez sur ce tableau, qui est tout de même assez intéressant, c'est que vous avez 5 ecclésiastiques sur 20 professeurs en 1789, et surtout vous en avez 5 sur 12 du côté des lettres. Et vous n'en avez, à ma connaissance, il n'y en a pas du côté des sciences. Tous dans les lettres. Voilà le résumé des chaires, les 5 ecclésiastiques, les 5 ecclésiastiques en haut. Ensuite, Lager Bardelin, droit canon et Vauvilliers en grec. Et puis un dernier mot sur Dupuy. Dupuy, c'est un professeur intéressant dans ce contexte. C'est le titulaire de la chaire d'éloquence latine qui a eu des débuts cléricaux, mais qui est partisan de la Constitution civile, qui est l'un des promoteurs du calendrier révolutionnaire, qui est représentant à la Convention de 1780, un représentant modéré à la Convention de 1792 à 1795, puis qui est au Conseil des 500 de 1795 à 1799, puis qui est au corps législatif de 1799 à 1802. Donc il est représentant de 92 à 1802 à travers tous les régimes qui se succèdent. C'est un modéré et surtout c'est l'auteur de... C'est un scientifique qui est passé aux lettres. C'est un scientifique, c'est un élève de Lalande. C'est un mathématicien passé à l'éloquence latine, et son ouvrage le plus important, c'est « Les origines de tous les cultes ». Donc il fallait que dans le contexte de ce colloque, nous parlions de lui. C'est un très gros volume, et je vous cite la première phrase de l'abrégé de ces origines de tous les cultes. Donc le livre est publié en 1795, l'abrégé en 1798, et c'est un livre qui a beaucoup d'importance dans les débats contemporains. Voici la première phrase de l'abrégé. « Le mot Dieu paraît destiné à exprimer l'idée de la force universelle et éternellement active qui imprime le mouvement à tout dans la nature. » C'est ça. Et encore une fois, nous retrouvons là le lien avec la franc-maçonnerie et les loges et la lande, puisque c'est évidemment... Tout ce livre sur l'origine de tous les cultes, c'est montrer que tous les mythes sont fondés sur les astres et sur le zodiaque. Eh bien, je pense qu'il devait être mentionné dans le cadre de ce colloque, puisque c'est un ouvrage important dans les débats du début du XIXe siècle. Eh bien, après ceux qui sont mentionnés là, et donc après Cournant, qui est le dernier élu comme ecclésiastique au collège, eh bien ensuite nous n'aurons que des défroqués. J'ai cité Donou, historien important, fondateur des archives. On peut penser que Renan a été séminariste, et puis il a été beaucoup question de Loisy aujourd'hui.
Voilà le premier moment. Je vais être très bref sur les deux autres. Mais il me semble qu'il devait être évoqué, puisque quand on regarde la fiche de 94, je pense que je l'ai mise là, la fiche de 94, eh bien, il n'y a plus d'ecclésiastique. Delille et Cournant sont toujours les deux derniers, mais ils ne sont plus ecclésiastiques. Un mot sur la Restauration, très bref. J'ai dit que là aussi, c'est un moment très important de voir ce qui s'est passé s'il y a une influence de la congrégation au collège. J'ai signalé l'élection de Donou, oratorien, prêtre conventionnel, qui est élu à la fin de 1817, mais qui est nommé par ordonnance du roi en janvier 1819, après plus d'un an d'attente. Mais c'est à ce moment-là que le régime de la Restauration se durcit, et c'est le moment où voici ce qu'écrit l'administrateur, qui est Lefebvre de Guinaud, le 8 février 1821, séance extraordinairement convoquée pour 1 heure, est ouverte à 1h20. Le président prévient les professeurs d'un événement très malheureux pour le Collège royal. Une ordonnance du roi révoque M. Tissot, professeur de poésie latine, donc le successeur de Delille, sans aucune considération qui motive cet acte dont il n'y a point d'exemple depuis la fondation du Collège. On lit l'ordonnance et la lettre du ministre et redemande, lettre par laquelle le ministre invite les professeurs à présenter un candidat pour la place vacante. Donc, révocation pure et simple d'un professeur de poésie latine sans motivation. Un successeur sera élu, c'est Naudet, qui sera élu le 22 février, donc là on est le 9 février, vous voyez que ça ne traînera pas, le successeur est élu. Le ministre acceptera de retirer sa lettre sans motivation pour donner une lettre avec motivation. La motivation, c'est que Tissot a fait l'éloge de la Convention. Non pas de l'exécution du roi, mais de la Convention, défendu le rôle de la Convention dans la guerre contre l'étranger. Mais c'était trop pour rester professeur au collège. C'est donc le moment où le pouvoir intervient, et je vous rappelle que ce moment coïncide exactement, fin 1821-1822, avec celui où Villèle est rappelé au pouvoir. C'est donc sous le ministère de Villèle, ministre des Finances, puis président du Conseil, au pouvoir jusqu'en 1827, avec Corbière à l'intérieur. Le collège dépend du ministère de l'Intérieur, et c'est donc dans ces années-là, 1821-1827, qu'on peut dire qu'un certain nombre de nominations sont le fait de la congrégation. Les voici. Donc Tissot, poésie latine qui est révoquée, 1813, 1821, 1830, 1854, puisqu'il retrouvera sa chaire en 1830. On sera bien embêté avec Naudet, qui n'avait pas démérité. Et Naudet, si mes souvenirs sont bons, sera nommé inspecteur général. En 1830, les professeurs demanderont qu'on crée une chaire pour Naudet, qu'on aimait bien, mais il ne restera pas au collège après 1830. Donc Tissot occupera sa chaire encore 24 ans. Alors voilà ce qui s'est passé. Je vais très vite sur ces nominations. Celle de déporter, droit de la nature et des gens. Je crois qu'il a peut-être été question de cette chaire hier. 1822-1854, c'est un long mandat. Il succède à Emmanuel de Pastore. Je ne peux pas résister à vous montrer Emmanuel de Pastore. Voilà ce qu'était un professeur au Collège de France en 1821, par Delaroche au musée de Boston. Pastore était un père de France. Il tenait la chaire de droit de la nature et des gens depuis 1804. Si bien que vous voyez que cette chaire de droit de la nature et des gens, elle a été tenue de 1804 à 1854,
par des légitimistes proches de l'autel. Donc, ne mettons pas dans la notion de droit de la nature ce qui n'y était pas. Les titulaires de la chaire sont des juristes assez traditionnels. Donc, c'est ce Xavier Desportes qui est nommé par le régime à l'Assemblée du 23 décembre, non, l'Assemblée du 23 décembre 1821, élit Victor Cousin par 13 voix, et Desportes n'est pas candidat. L'ordonnance du roi du 30 janvier 1822 nomme Xavier Desportes dans cette chaire. C'est un catholique légitimiste. Alors, ce que je ne sais pas encore, c'est si l'Académie des inscriptions, c'est ça qui devrait être vérifié. Il suffit des droits romains, je pense qu'il est possible que l'Académie des inscriptions ait donné son nom. Mais en 1830, il ne pourra plus faire son cours à cause des chahuts qui auront lieu au Collège de France et à la faculté de droit, où il est également professeur. Et par une certaine ironie, c'est Victor Cousin qui, comme ministre, régularisera sa situation à la faculté de droit en 1840. Le second cas, c'est celui de Binet, Jacques-Philippe-Marie Binet, qui est nommé dans la chaire vacante d'astronomie après la mort de Delambre, alors que c'est le suppléant de Delambre, Mathieu, qui a été présenté à l'unanimité par le Collège de France et par l'Académie des sciences, moins un billet blanc à l'Académie des sciences. Et le régime ne nomme pas Mathieu, mais Binet, qui est inspecteur des études à Polytechnique à l'époque. Il sera démis de ses fonctions. Ah, j'ai mis astronomie 1856. Non, ce n'est pas lui qui sera démis. À l'époque, il est question de cette nomination dans la presse et on en donne la responsabilité moins à Corbière, qui est le ministre de l'Intérieur, qu'à Frécinus, l'évêque d'Hermopolis, qui est le grand maître de l'université et qui est le ministre des Affaires ecclésiastiques et plus tard de l'instruction publique. Donc c'est bien ceux-là qui sont responsables et la presse en parle encore avec une certaine liberté en 1823. Elle demande, par exemple, dans le Constitutionnel, elle demande 2 compagnies savantes unanimes sur un choix le voient repoussé par l'autorité. Est-ce donc là le résultat des promesses éclatantes qu'on faisait aux belles lettres? Et les associations savantes doivent-elles être traitées comme les conseils des prisons et comme les sociétés d'agriculture? Enfin, le troisième cas, c'est celui de Récamier. Récamier, qui est nommé en 1827 à la succession de Laënnec dans la chaire de médecine et qui est un médecin spiritualiste, non organiciste, alors que le collège avait élu Magendie par 12 voix. Récamier en avait eu 6. Et l'ordonnance du roi du 8 avril 1827 nomme Récamier à la chaire de médecine. Et à ce moment-là, il y a de grands désordres dans le quartier, en mai 1827. Selon le journal des débats, ces désordres ont commencé à l'occasion de la prise de possession par M. Récamier d'une chaire à laquelle le vœu de tous les professeurs du collège et celui de la majorité des membres de l'Académie des sciences avait appelé M. Magendie. Il a plu à M. de Corbière de ne tenir aucun compte des suffrages des 2 compagnies et d'y substituer le sien ou celui de son confrère, le ministre des Affaires ecclésiastiques. Mardi dernier, nouvelle leçon de M. Récamier, après la leçon inaugurale, nouveau trouble, emploi de la force armée pour les réprimer, arrestation de plusieurs élèves, il y aura un procès plus tard, coup de sabre, blessure grave, mort même de l'un d'eux. Je ne crois pas que ce soit confirmé, cette mort. En tout cas, cela nous montre le poids des opinions politiques et ultramontaines dans cette affaire. En 1830, c'est ça, en 1830, Récamier refusera de prêter serment au roi des Français, à Louis-Philippe, et donc il sera considéré démissionnaire, tandis que Tissot, lui, récupère sa chaire. Dernier cas que je voudrais évoquer de ce moment de 1830,
aussitôt, c'est celui de Saint-Martin, spécialiste de l'arménien, qui a été élu par le collège sur une suggestion de Sassy, administrateur, en janvier 1831. Et c'est donc une chaire d'histoire et de morale. Il est élu par les professeurs du collège et le ministre refuse de le nommer. Et je vous lis la lettre parce qu'elle est très intéressante et elle touche à ce mode d'élection du collège. Le ministre écrit en date du 14 mai 1831. Il faut ajouter que Saint-Martin, c'était un orientaliste, spécialiste de l'arménien, mais c'était aussi un pamphlétaire légitimiste, comme Abel Rémusat, très engagé du côté du trône et de l'autel. Et le ministre écrit, c'est très hypocrite, le Collège de France et l'Académie des inscriptions ayant donné le même nom, Saint-Martin, ce qui est tout à fait hostile au régime qui vient de naître, le ministre écrit « Il résulte de cette conformité de désignation que le gouvernement n'a aucune liberté pour la nomination, le collège et l'Académie ayant donné le même nom, et que par conséquent, le vœu de la loi ne se trouve pas rempli. » Le ministre n'a pas de choix puisqu'il n'y a qu'un nom. Le gouvernement n'étant pas dans l'intention de nommer M. de Saint-Martin, c'est très clair, il devient nécessaire de procéder à une nouvelle présentation. Donc ça nous montre comment ces règlements ont été interprétés de manière différente. Puisque c'est le même nom, le ministre n'a pas le choix et il demande une nouvelle présentation. C'est le trône qui sera élu. Alors je disais, Saint-Martin, c'est un défenseur du trône et de l'autel avec Abel Rémusat. Ils mourront tous les deux du choléra en 1832 et Sassy écrit une nécrologie, ce qui montre bien quel est le lien à ce moment-là. J'ai dit que je ferais une coda sur Massignon. La voici, cette coda, elle sera très brève. C'est parce que dans les rapports de présentation de Massignon, de Charles-André Julien, j'ai trouvé des genres de propos que je n'ai jamais entendus au Collège de France à l'Assemblée. Alors, il présente Charles-André Julien. Quand j'étais étudiant, au début des années 70, Charles-André Julien était une référence importante. C'était le patron des études sur l'Afrique, sur le colonialisme. Enfin, on parlait... Enfin, c'était un nom. Eh bien, Charles-André Julien était donc candidat en 1937 à la chaire d'histoire de la colonisation. Bon, je n'ai pas le temps de parler de cette chaire. C'est les chaires de fondation qu'il y a eu au collège sous la Troisième République, qui étaient financées par le ministère des colonies avec des fonds de concours de l'AEF, de l'AOF, de Madagascar et de l'Indochine. Je vous rappelle que Massignon avait une chaire qui était financée de cette manière, une chaire de fondation du ministère des colonies. Donc il y a la chaire est vacante, c'est la chaire de Martineau, et Massignon présente Charles-André Julien. De vieilles souches françaises, Cévenol, vieux territoire protestant. Donc il le présente comme protestant, grandi en Algérie, ancien conseiller municipal socialiste d'Oran, ayant fait le choix du PCF au congrès de Tours, s'étant rendu en Union soviétique en 1921, mais ayant démissionné du PCF en 1925. Donc cette présentation est longue, puisqu'il faut raconter tout cet itinéraire, et Julien est tenu pour anticolonialiste. Massignon le présente comme un non-conformiste protestant, ce qui permet de faire passer tout ce côté. Et puis il écrit, c'est un rapport de présentation très long, qui fait 8 pages serrées dactylographiées. Julien est le premier, après avoir montré les faiblesses de Bugeaud, à décrire toute son activité et l'importance positive de son œuvre. Ce livre est d'ailleurs rempli sous une forme très concentrée
d'études de détail révélatrices. Je suis fort loin par certains côtés, étant catholique, de Julien. J'ai donc été d'autant plus frappé que ce qu'il dit à la page, etc., etc. Donc il le présente en se définissant lui-même comme catholique, en se définissant lui-même comme hostile à un certain nombre de ses idées, mais en même temps disant que l'accent des pages de Julien lui rappelle le père de Foucault. Et lui rappelant le père de Foucault, il est donc digne d'être élu au Collège de France. La candidature est attaquée. Il s'agit bien entendu de le défendre et de le défendre comme n'étant pas anticolonial. Massignon plaide pour l'originalité un peu âpre d'un caractère très accusé. Et c'est Chassigneux qui sera élu géographe de l'Indochine dans cette chaire coloniale, mais on peut remarquer que c'est un autre protestant et c'est un autre Dreyfusard, mais nettement moins anticolonialiste. Massignon revient à l'attaque en 1946, au moment de la retraite de Chassigneux, et présente de nouveau Julien. Et voici ce qu'il dit. Le rapport fait 3 pages au lieu de 8 seulement, mais il est quand même très serré, dactylographié très serré. Et il le présente. Cela, je l'ai déjà dit, prenant la parole il y a 9 ans dans cette enceinte. Et puis j'ai marqué là où il se définit de nouveau comme « j'ai reconnu, moi, catholique, une loyauté intellectuelle indémentie chez cet adversaire, ce non-conformiste », donc on retrouve les mêmes expressions, ce non-conformiste, qui tient sans doute d'une double ascendance, Sévenol, Camisarde, ce choix inconditionnel de la justice, etc. Julien ne sera pas de nouveau, il ne sera pas élu, et c'est Robert Montagne qui sera élu, à qui Jacques Berck succédera et sera le dernier de cette chaire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette double mention de sa propre religion catholique et cette double mention du protestantisme du candidat qu'il présente, ancien du Parti communiste, bien sûr, avec qui il y a tout de même une certaine sympathie dès les années 30 dans l'anticolonialisme. Alors, il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire sur le cas Massignon, mais vous voyez qu'avec ces 3 moments, on trouve ce qui certainement vaudrait de prochains colloques que nous ne manquerons pas de faire, j'espère, sur un certain nombre des points que j'ai évoqués dans le rôle de la congrégation ou le rôle de la maçonnerie dans les disciplines scientifiques et dans les disciplines littéraires du collège. Merci.